à un moment donné, après ça, ben là, tu vis des victoires, puis là, tu vis des trucs le fun, puis là, les gens, ils réussissent à faire des choses, puis là, on découvre des affaires. Tu sais, on s'était rendu compte avec eux que truc de pro, là, quand il pleuvait, on faisait des placements publicitaires dans les villes où il pleuvait, puis les gens y achetaient plus en ligne. Et là, on tripait avec ça, puis là, on explorait des trucs. Fait que là, ça devenait le fun. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'en ai refait d'autres, puis après ça, ben je me suis rendu compte que j'aimais le défi, le challenge, puis parce que là, tu fais un site web corporatif, c'est comme, OK, fini, next. Tandis que le commerce en ligne, la game commence le jour où tu le mets en ligne. Parce que là, tu penses que tu as fait tes devoirs, tu penses que tu as bien fait ça, puis tu le mets en ligne. Puis là, ça se peut que, t'aies genre 1000 pièces de commande dans ta journée, ou ça se peut que tu ailles 0 pendant 3 semaines. Fait que là, c'est le challenge de dire, OK, j'ai-tu bien fait mes choses, puis j'ai-tu bien préparé mon client, puis là, ça se passe-tu bien? T'sais? Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 25. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, comment ça va? Bon, j'avoue que ces dernières semaines de confinement ont commencé à peser un petit peu sur moi, puis je voulais vous laisser un petit mot pour vous dire que c'est correct si vous vous sentez pas au top de la forme, si vous remarquez des petits changements dans votre comportement. On est beaucoup en ligne ces temps-ci, puis être en ligne, ça signifie aussi exacerber certains comportements négatifs qui sont en lien au web, qui sont en lien à être justement connectés en tout temps. Et en plus, si on est confiné puis on n'est pas capable de justement avoir un bon petit courant d'air pour aérer notre cerveau, des fois ça peut devenir lourd, notamment toutes les nouvelles négatives qu'on va lire, se comparer sur les réseaux sociaux. Puis, je vous encourage à quand même mettre en place certains comportements pour améliorer un petit peu votre hygiène de vie autour du web, ne serait-ce que juste fermer les écrans, lire un livre, regarder par la fenêtre, vous changer les esprits parce que je peux comprendre comment ça peut être difficile des fois d'être 100% enfermé et 100% aussi en ligne quand on passe beaucoup de temps puis que c'est là-dessus qu'on mise pour avoir des contacts humains dans le fond. Mais aujourd'hui, bon, c'était juste un petit aparté parce que c'est pas de ça qu'on va parler. On va pas parler de psycho, on va pas parler de bien-être ou d'hygiène sur le web. On va vraiment parler d'un sujet chaud et c'est le e-commerce, les boutiques transactionnelles, les boutiques en ligne. Parce que on va pas se le cacher, depuis le confinement, le commerce en ligne a explosé, notamment ici au Québec. Il y a un rapport qui est sorti hier, justement, de Tamtam, l'agence Tamtam TBWA, qui dit qu'il y a eu une augmentation de 118% du commerce en ligne juste ici au Québec. Et une autre statistique intéressante, c'est que 79% des adultes québécois ont l'intention de faire des achats en ligne davantage auprès de commerces locaux dans la foulée de ce qui se passe justement avec le coronavirus, le confinement puis tout ça. Donc, pour parler de commerce en ligne, là, si vous me suivez un peu, vous savez peut-être que c'est pas mon sujet de prédilection. Je ne suis pas une experte en e-commerce. On peut pas être expert en tout. Alors, je suis allée chercher quelqu'un qui se spécialise là-dedans pour nous parler de comment lancer une boutique en ligne, les bonnes pratiques à avoir, mais aussi discuter un peu de comment le e-commerce et les transactions en ligne
ont vraiment permis aux femmes notamment de s'émanciper d'un point de vue entrepreneurial, à beaucoup de créateurs, à beaucoup de producteurs, de vraiment créer une présence en ligne sans avoir à tout risquer, créer un sideline, créer des revenus supplémentaires qui se sont ensuite développés en communauté, qui se sont ensuite développés en des histoires à succès. Donc, on parle autant du côté technique que du côté un petit peu plus social, communautaire, technologique, qui vient derrière la recrudescence, justement, du commerce en ligne. Alors, cette experte, que je ne vous ai pas encore présentée, est Maude Lavoie, qui est à la tête de Nitromédia depuis 2007, qui est une entreprise spécialisée en conception de boutiques en ligne, plus spécifiquement des boutiques Shopify et aussi des sites web. Elle a beaucoup à dire sur le sujet parce qu'elle en a vu depuis l'avènement justement du commerce en ligne jusqu'à aujourd'hui, presque, je dirais, ouais, c'est plus que 10 ans d'expérience dans le monde de la création de sites web. Donc, j'ai eu une conversation pas mal intéressante. Je trouve ça intéressant que vous soyez basé en ligne ou non. Et dernière petite annonce, si vous avez toujours pas téléchargé ma checklist pour lancer votre entreprise à temps partiel, c'est à mtamarque.com/checklist. Et de la même façon, vous inscrire à mon infolettre que j'envoie environ 2 fois par semaine et dans laquelle vous allez pouvoir être au courant des nouveaux podcasts qui sortent, mais aussi de trucs, astuces et réflexions que je partage avec ma communauté. Donc, c'est à mtamarque.com/checklist. Et sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Salut Maude, bienvenue sur l'ambition féminin. Merci de m'avoir recevoir. Je suis vraiment contente d'être là. Ouais, tu sais, comme je dis à tout le monde, puis là, ça va être une platitude, mais on se voit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis des années et on se trouve finalement des occasions de se parler. Oui, exactement. Belle occasion. Donc, Maude, à la tête de Nitromédia, aujourd'hui, je veux qu'on parle autant de ton expertise de programmeuse, mais aussi de ton expertise avec les boutiques en ligne, quelque chose qui est vraiment, vraiment à propos ces temps-ci avec tout ce qui est COVID, confinement et migration vers tout ce qui est web. Puis je veux aussi qu'on parle un petit peu de ta situation de femme dans un milieu aussi très masculin et un peu comment, dans le fond, le e-commerce a pu ouvrir des portes vers l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour commencer, raconte-nous un petit peu la petite histoire de comment t'en es devenue à t'intéresser à la programmation et fonder Nitromédia. C'est assez pété, ça. En fait, moi, j'ai commencé assez jeune. Mes parents, ils avaient écouté, tu sais, la nouvelle, c'était important d'avoir Internet, puis tout ça. Là, ils avaient acheté un ordinateur, puis là, ils nous avaient plugué sur Internet. Mais là, à cette époque-là, c'était le 56K. Et là, ils se sont rendus compte que c'était difficile d'avoir la ligne de téléphone. Je commençais à avoir un intérêt. Tu sais, je faisais beaucoup de recherches. J'ai toujours été une nerd. Tu sais, j'aimais beaucoup faire des recherches, puis naviguer sur Internet, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, je pouvais créer des sites, moi. Fait que là, j'avais commencé tranquillement pas vite avec Dromadaire à l'époque. Je sais pas si tu vois les cartes, là. C'était cool, mais tu peux faire ton site. Fait que j'ai commencé à faire des sites là-dessus. Puis après ça, je me suis rendu compte que tu pouvais télécharger un logiciel, un FTP, puis que là, tu peux programmer des lignes de code. Fait que là, j'ai commencé à explorer là-dedans, tu sais, à jouer. Tu sais, mon premier setup était vraiment laid, là. C'était horrible, là. Ça date, écoute, j'avais comme 14-15 ans à cette époque-là. Wow. Fait que c'est mes premiers balbutiements avec la programmation. Tu sais, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça moi aussi. Fait que j'avais des sites à l'époque, on faisait des sites web, on parlait, on faisait des blogs, là, qu'est-ce qu'on a fait dans la journée, puis que où on n'aimait pas nos parents parce que là, tu sais, on était des ados en pleine affaire de même, tu sais, où on mettait je sais pas si tu sais, les petites poupées, là, les dolls que tu pouvais habiller, là. Ouais. J'ai-tu passé du temps là-dessus? Là, non. Pas des trolls, là. Ça, c'est une autre affaire. C'est des dolls, puis là, tu pouvais leur mettre tu sais, tu pouvais choisir le top, les jeans. C'est comme les petites poupées découpées à la main, là. Fait que là, tu pouvais mettre ça sur ton site. Tu sais, moi, j'ai appris plein de choses. C'était un bel univers. Puis à cette époque-là, moi, en tout cas, mon univers, il y avait beaucoup de filles, en fait, qui faisaient des sites. Fait qu'on était comme toutes des sisters, puis là, on s'encourageait dans nos sites. Fait que moi, ça a commencé avec ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai un amour très profond pour tout ce qui est l'océanographie, les mammifères marins et tout ça. Fait que je faisais des sites sur mes intérêts. Donc, mon premier site à moi plus
je veux dire, corpo, là, c'était sur les baleines dans le Bas-Saint-Laurent, puis tout ça. Fait que là, je faisais mon site avec mes fiches sur chacun des baleines, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était mon trip. Puis, à un moment donné, ben là, quand c'est venu le temps des choix au cégep, tu sais, moi, au début, je me disais, ben, je vais m'en aller en sciences nature, puis je vais aller étudier en océanographie. Tu sais, moi, j'étais à Rimouski, fait que c'était comme le fleuve, puis tout, tu sais, c'était comme naturel. Puis là, ben, le web est rentré par une drôle de porte. Puis là, je me suis dit, ah, ben, je pourrais devenir webmiss. Tu sais, à l'époque, on appelait ça des webmiss. fait que c'est ça. Fait que j'ai été acceptée dans les 2 programmes, mais finalement, j'ai choisi d'aller en technique d'intégration multimédia à Matane, parce que c'était ça qui me tentait le plus, finalement. Au bout du compte, ce que j'aimais faire, c'était de créer quelque chose, c'est qu'à partir de quelques mots, quelques lignes de code, je créais quelque chose de vrai que tu peux cliquer dessus. Tu sais, il y avait un trip de Frankenstein de créer quelque chose qui marche à l'autre bout. Wow! Donc, parti d'un hobby, puis là, tu t'es spécialisé là-dedans. Exactement, c'est ça. Fait que j'ai fait mon programme, j'ai fait mes 3 années, puis en sortant de là, j'ai décidé, en fait, je suis native de Rimouski, fait que j'ai fait mon cours à Matane, je suis revenue à Rimouski, j'ai voulu me trouver une job, puis embauchais pas dans ce temps-là. Là, on recule à 2007. OK. Puis en 2007, il n'y avait pas de place. Fait que là, moi, j'attendais mon chum qui finissait son cours, puis je me suis dit, bon, on va partir quelque chose sur le side. Je vais essayer quelque chose en l'attendant, puis au pire des pires, mais quand lui va finir son cours, le projet, c'est d'aller à Québec ou à Montréal pour le travail, puis j'irai me trouver un poste là. Fait que finalement, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Mon conjoint, finalement, il a fini son cours, mais ça n'a pas débouché à rien. Fait que lui, il était revenu à Rimouski, il est venu me rejoindre. Puis lui, s'est trouvé une job. Puis moi, ça avait décollé pendant ce temps-là. Puis je faisais plein de sites. Puis là, je m'étais trouvé des gens pour qui je travaillais, pour soit d'autres pigistes, pour qui j'étais sous-traitante ou des agences, pour lesquelles je programmais des sites web. Fait que tu sais, ça avait parti de même. C'était un coup de dé. On se dit, on va l'essayer. On va se donner 6 mois. Puis tu sais, 6 mois va donner 13 ans au mois de juin, septembre. Wow! Donc, t'es une pigiste genre OG, là, original. Là. Original, ouais, c'est ça. Tu fais ça depuis le début. Je fais ça depuis le début. Hey, en plus, je suis partie, pas de contact. Je connaissais personne, j'avais pas de contact. Je me suis affichée sur Agent Solo. Tu sais, souvent des discussions sur le groupe puis que le monde chiale là, contre soit Fiche Québec ou Agent Solo. Mais moi, Agent Solo, ça a été ma plus belle porte. Ça m'a donné des contacts qui vont, tu sais, un contact qui, tu sais, genre, j'ai fait comme 5 niveaux, là. Tu sais, il m'a apporté un deuxième, d'un troisième. Je me suis ramassée par cette première porte-là à travailler pour une agence en Europe, en France, sur des sites web, tu sais. Fait que ça a été ma plus belle porte d'entrée. Tu sais, je faisais bien mon travail. Les gens voyaient que j'étais motivée puis que j'aimais ce que je faisais. Fait que, tu sais, ça m'a porté pendant super longtemps. Tu sais, j'ai eu des bons clients sur Agent Solo, entre autres. Je sais qu'aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est une autre game, là. Puis les réseaux sociaux, c'est ça. Mais non, c'est bon de savoir que quand même, faut rester un petit peu dans l'air du temps aussi de ce qui marche puis ce qui marche pas, puis essayer des choses des fois, on sait pas comment ça va déboucher. Exactement. Je suis curieuse de savoir, tu sais, là, t'as fait des études puis tout, puis ça m'a fait penser pendant que tu discutais que la programmation, j'ai l'impression, au début aussi, c'était un truc de femme, tu sais, dans le sens que oui, c'était pas nécessairement aussi bro-like qu'on a l'impression de le croire maintenant. Puis comment tu sais, dans le fond, on dirait que t'es un petit peu dans cette vague-là aussi, là. Oui, ben il y a un retour des femmes là, en programmation. Je pense qu'il y a comme un bout là où c'était, je m'excuse, ça va être cliché là, mais tu sais, c'était comme un petit gros qui mange des Cheetos en avant de son ordi dans son sous-sol. Tu sais, il y avait une espèce de cliché poche. Puis à un moment donné, on dirait que là, je sais pas, il y a des gens qui se sont levés la main puis ont dit non, tu sais, la programmation c'est pas juste, tu sais, c'est toutes sortes de monde, puis c'est des gars, puis c'est des filles, puis c'est des petits, puis c'est des gros, puis c'est des grands, puis c'est des minces, il y en a de tous les formats. Puis que dans le fond, tu n'as pas besoin de correspondre physiquement à un stéréotype. Là. Je pense que tout le monde peut faire de la programmation. Puis il y a beaucoup d'initiatives aussi. C'est le Lady Learning Code. Ladies Learning Code, ouais. Qui ont fait les trucs en JavaScript pendant 30 jours. Ça, c'était le fun. Puis ça faisait venir plein de monde pour venir essayer. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les années comme 80, 90, que tout d'un coup, là, c'était un truc de garçon. Parce que, je veux dire, que tu sois un gars ou une fille, la différence, c'est comment un gars et une fille va peut-être réfléchir devant un problème. Je m'en rends compte des fois quand moi, je vais avoir un bug puis je vais en parler avec un collègue masculin, on n'aborde pas le problème de la bonne façon. C'est une maudite bonne affaire parce que c'est là où la synergie gars-fille peut être super intéressante parce que devant un problème, on le décortiquera pas puis on l'analysera pas de la même façon. Intéressant. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Oui, c'est une bonne chose puis
je serais surprise, moi je connais rien en programmation, mais je serais surprise de voir, parce que moi j'ai l'impression de comprendre qu'il y a comme un art derrière tout ça aussi, là, tu sais, il faut que tu sois quand même assez créatif. Oui, ben oui, parce que des fois, là, tu sais, faut que tu fasses quelque chose, puis t'as rien. Il y a des gens qui font des farces en disant, ah, tu tapes sur Stack Overflow, puis tu vas avoir ta réponse. OK, bon, des fois, oui, on ramasse des bouts de code là, mais la réalité est qu'il y a tout un processus de, OK, je veux arriver à tel résultat ou faire telle chose, il faut que je décortique mon travail pour arriver à faire ça. Puis il y a la portion logique, oui, tu sais, comment je vais faire pour faire apparaître telle chose ou avoir telle interactivité ou aller chercher telle base de données et tout ça. Mais il y a un côté créatif aussi de comment je vais faire pour que ça marche. Qu'il n'y ait pas de bug. Puis que ce soit beau à quelque part, que ce soit fluide aussi. Que ce soit beau, oui, c'est ça, effectivement. Puis c'est un autre défi, ça aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai appris, moi, avec le temps, dans les 13 dernières années. C'est faire quelque chose, coder quelque chose, c'est bien, mais coder quelque chose qui est facile à utiliser pour, je dis monsieur, madame, tout le monde ou pour ton client cible, c'est autre chose. C'est tout un apprentissage. C'est tout, tu peux faire quelque chose, c'est super logique, puis après ça, tu mets ton client devant, puis il comprend pas parce que tu l'as fait pour toi, tu l'as pas fait pour lui. Intéressant. C'est comme un peu la même mentalité qu'en marketing, justement, de toujours penser à son client cible. Oui. Et comment t'en es venue à te spécialiser dans la création de boutiques en ligne? Tu sais, y a-tu un moment dans ta carrière où ça s'est vraiment posé comme la chose, la voie à suivre? Ben en fait, c'est venu, je dis par accident, mais c'est pas vrai. C'est en fait, moi, mon père est entrepreneur. Mon père, il avait un garage de mécanique. Puis dans ses clients, il y avait une compagnie qui faisait des vêtements. Puis parle, genre, à un moment donné, il dit, ben tu sais, ma fille, elle fait des sites web. Fait que là, le boss m'avait rencontré, puis je m'en souviendrai toute ma vie. Tu sais, je m'assois dans le bureau, tu sais, moi, je m'attends à venir parler de site web. Puis là, il me demande, Maude, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Là, j'ai figé, j'ai fait, je m'attendais pas à cette question-là. Fait que j'ai répondu, ben moi, j'aime faire des sites web. C'est comme, moi, j'aime ça. Fait que au début, c'est devenu, ils voulaient une plateforme, on n'était pas encore au transactionnel pour tout. Ils voulaient juste comme montrer leur catalogue, c'était une amorce. Puis après ça, moi, c'était mes clients depuis 2008, 2009. Puis on est tombé au transactionnel en 2013 à peu près. Fait que, il y a eu toute une évolution de la part du client. À l'époque, on bougeait moins vite qu'on bouge là. Là, on part, on est en ligne tout de suite parce que le réflexe, c'est ça. Tu recules en 2008-2009, on commençait, puis ça coûtait plus cher, c'était plus compliqué, Fait que c'est devenu comme ça. Puis j'ai eu une belle expérience, j'ai aimé ça, sauf que c'est beaucoup de travail. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'étais pas... j'étais encore en apprentissage. Je suis pas aussi groundée que je suis là aujourd'hui. Fait que là, j'en ferai plus jamais. Ça va être mon seul client. Nanana. C'est un traumatisme. Comme un traumatisme. Parce que c'était beaucoup de travail. Puis là, c'est des bugs urgents. Puis bugs urgents, ils arrivent tout le temps à la fin de semaine. Puis là, c'était comme, c'est du stress. Puis ça, j'aime pas ça. Puis à un moment donné, après ça, ben là, tu vis des victoires, puis là, tu vis des trucs le fun, puis là, les gens, ils réussissent à faire des choses, puis là, on découvre des affaires. Tu sais, on s'était rendu compte avec eux que truc de pro, là, quand il pleuvait, on faisait des placements publicitaires dans les villes où il pleuvait, puis les gens y achetaient plus en ligne. Wow. Là, on tripait avec ça, puis là, on explorait des trucs. Fait que là, ça donnait le fun. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'en ai refait d'autres, puis après ça, ben je me suis rendu compte que j'aimais le défi, le challenge, puis parce que là, tu fais un site web corporatif, c'est comme, OK, fini, next. Tandis que le commerce en ligne, la game commence le jour où tu le mets en ligne. Parce que là, tu penses que tu as fait tes devoirs, tu penses que tu as bien fait ça, puis tu le mets en ligne. Puis là, ça se peut que, t'aies genre 1000 pièces de commande dans ta journée, ou ça se peut que tu ailles 0 pendant 3 semaines. Fait que là, c'est le challenge de dire, OK, j'ai-tu bien fait mes choses, puis j'ai-tu bien préparé mon client, puis là, ça se passe-tu bien? T'sais? Fait que, mais c'est venu tranquillement, pas vite, puis le shift officiel, dans mon cas, c'est vraiment fait en 2018, quand j'ai accouché de mon garçon. J'ai enfin eu le temps de m'arrêter puis de penser. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais moi, le moment avant d'accoucher, là, parce que je travaillais tout le temps. Fait qu'il fallait que tout que je finisse avant je disais en farce, d'exploser, là, avant d'accoucher. Puis cette pause-là m'a fait tellement de bien. Pour moi, c'était une pause, juste arrêter l'entrepreneur, puis me demander qu'est-ce que je voulais, entre deux biberons. Là. Je me suis dit, le corpo, c'est cool, mais le commerce en ligne, j'aime ça, puis je me suis vraiment découvert des talents, puis une expertise là-dedans, puis OK, go, on fonce. Quand je suis revenue, là, mon objectif était vraiment de me positionner, puis de me dire, moi, j'aime faire des boutiques en ligne et j'aime par-dessus tout Shopify. Fait que là, je me suis dit, on va mettre ça de l'avant, puis go.
Puis justement, tu sais, Shopify, ça existait pas là quand t'as commencé, j'imagine. Ça Je a sais pas commencé comment. en 2006, en fait. Hein? Mais oui, c'était pas très connu à cette époque-là. C'était, tu sais, c'est parti tout petit. Moi, j'ai commencé à en faire plus sérieusement en 2015. En OK. 2015, là, j'ai commencé à jouer avec ça, puis à explorer, parce que là, tu sais, j'avais les expériences aussi des autres plateformes, puis que là, je me disais, OK, tu sais, Shopify, OK, c'est bien beau, là, ils nous vendent ça comme c'est facile, puis tout, puis que c'est mieux que, tu sais. Moi, à cette époque-là, j'avais le préjugé du programmeur qui me dit c'est de la merde parce que c'est du SaaS, fait que nana, c'est bien mieux quand tu peux programmer avec un WordPress, tata. Mhm. Puis en l'explorant, je me suis rendu compte que j'avais pas les bonnes lunettes. Là, j'avais les lunettes de programmeur. Mais si j'avais les lunettes de client, là, ça, c'était la meilleure plateforme qu'il ne faut pas utiliser. Intéressant. Intéressant. Puis selon toi, c'est quoi les éléments d'une boutique en ligne ben, à succès ou quelque chose que, tu sais, il faut vraiment prendre ça en considération pour que ce soit considéré, selon toi, comme un bon site transactionnel? Bien, à la base, ça prend un entrepreneur ou une équipe qui est motivée. Parce Hmm. que t'as beau avoir un beau site web, si la personne derrière n'est pas motivée à se relever les manches et à faire les efforts, oublie ça. Le succès va beaucoup de l'entrepreneur à la base qui est prêt à aller de l'avant, puis OK, on va faire ça, on va tester des choses, puis qui va être à l'écoute. Parce que tu peux faire une boutique en ligne, elle est super cool, mais si tu la laisses aller, tu t'en occupes pas, elle va prendre la poussière. Tu sais, il y a tout un travail pour lever ça, puis traîner ta communauté pour que ça marche, tu sais, puis après, c'est OK, je fais des placements publicitaires, j'essaie du remarketing, je vais faire des promos, je fais des funnels d'infolettes, de ci, de ça. Fait que tu sais, il faut que tu sois prêt à faire tout ça. Fait que au-delà, tu sais, de l'entrepreneur comme tel qui fait les efforts, je pense que c'est d'être à l'écoute de sa clientèle, puis de pas le faire, tu sais, de lui donner ce qu'il veut. Fais-les Hmm. pas chercher. Je dis toujours, sur le web, les gens, ils sont pressés, puis ils sont paresseux. Ouais. Fait que, tu sais, Amazon, il l'a très bien compris. Là. Amazon, il est vraiment laid, le site d'Amazon, mais il est fonctionnel. Il fait la job. Puis rapidement, tu peux acheter ce que tu veux, tu te casses pas trop la tête, tac, 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 t'as payé, salut, ça s'en vient. Fait que, Non, c'est ça. Puis c'est la même chose qu'on dit, tu sais, dans n'importe quoi qui est du marketing ou même de la rédaction web ou même de la rédaction de site web, parce que moi, je suis comme un peu de l'autre côté où est-ce que, tu sais, le site existe, puis là, c'est comment est-ce qu'on organise le contenu pour s'assurer que l'expérience soit streamline, tu sais, qu'elle soit genre fluide, puis que la personne, justement, ait pas à chercher l'information à travers un menu de navigation super complexe avant d'arriver exactement à la place où il veut arriver. Fait que, tu sais, c'est toujours d'optimiser pour le client aussi en premier. Puis, je me demande justement, tu sais, toi, quand bon, j'imagine Shopify, c'est quand même assez malléable. Est-ce que tu fais aussi tout le côté design ou ça, tu travailles avec une designer graphique? euh, Comment tu fonctionnes? ça dépend. Moi, j'offre un peu comme deux portes d'entrée. Tu as comme le all kit que, oui, il va y avoir un graphiste qui va être impliqué, puis on fait la programmation de A à Z. Ou sinon, moi, tu sais, je vais travailler souvent avec les thèmes déjà qui existent du côté de Shopify, puis je vais les modifier. Je dis au client, j'ai dit, je les vendre, puis je le fais à ton goût, grosso Mhm. modo. Là. Mhm. Fait que c'est vraiment les deux portes d'entrée que j'offre parce que l'idée, c'est de m'adapter au client. Puis des fois, le client, là, c'est juste d'aller en ligne puis de faire, tu sais, de se rendre à vendre ses produits. T'sais, pour lui, j'ai le terme anglais, un leap of faith. Il saute dans le vide. Mhm. Mhm. Fait qu'en même temps, je veux pas non plus y vendre direct le gros kit en disant OK, ça te prend tout ça, là. Tu sais, ça sert à rien. On part avec une Toyota Corolla, là. Puis un moment donné, là, t'auras des mags en or puis des néons si tu veux, OK? Mais on part avec la base, ça va rouler, tu vas vendre, puis après ça, on verra pour la suite. Mhm. Mhm. Puis là, tu leur donnes des résultats, puis ils sont contents. C'est ça, exactement. Tu sais, je peux pas m'attendre. Tu sais, quelqu'un qui a jamais vendu en ligne, il le sait pas. Tu sais, tu vois, j'ai quelqu'un là avec l'histoire de notre sympathique pandémie, le virus. J'ai un de mes clients qui est une poissonnerie. Puis, dans le fond, eux autres, il y avait juste un setup corpo. Puis, je vois au début de cette aventure-là, parce que là, la saison du crabe est commencée. Juste avant la saison du crabe, il envoie un message, on regarde nos différentes solutions. Fait que là, moi, je regarde ça. J'envoie un message, puis je lui dis, écoute, je lui dis, veux-tu qu'on te patente quelque chose? Je lui dis, m'a t'arranger quelque chose, moi. Fait qu'on y a monté rapidement un petit Shopify qui peut prendre les précommandes parce que, tu sais, il y a un enjeu pour calculer au programme près, là, avec le MAPAC et tout le kit. Fait que c'était un système de précommande. Fait que les gens, ils rentraient, faisaient leurs précommandes, ils prenaient, tu sais, ils choisissaient l'heure qu'ils allaient chercher leurs produits, puis après ça, ils allaient, c'était en mode service à l'auto. Fait que, tu sais, eux autres, ça leur réglé leurs problèmes. Tu sais, des fois, là, souvent, à la base, on veut vendre le gros kit, mais à la base, le client, c'était quoi son problème? Le client, dans ce cas-là, c'était je veux être capable de vendre sécuritairement du crabe, des crevettes, peu importe. Je veux être capable de vendre mes produits sans mettre en danger personne. Fait
Fait que là, en faisant ça, ben, les gens choisissaient l'heure, ils arrivaient, service à l'auto, les employés sortaient avec la commande, ils donnaient la commande, merci, bonsoir, c'était réglé. Puis toi, ça te prend combien de temps faire un site de même? Juste... Ben là, comme lui, mettons, on va l'érrocher, là. Fait que là, ça a été comme une journée et demie, mettons, mais tu sais, j'avais rien d'autre. J'avais tout claré de mon horaire. Je disais une journée et demie, tu sais, il était prêt, puis tu sais, il est très simple, cet homme. Ça, il est très, 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 très simple. Il est fonctionnel. Il est pas, honnêtement, il est pas tant beau, mais il est fonctionnel, puis c'était ça qu'il avait besoin. Puis ils ont généré des revenus, puis ça a super bien fonctionné. Puis les gens sont contents aussi parce qu'ils peuvent... Tu sais, moi, justement, on parlait de ça avec mon mari, que il y a une poissonnerie juste à côté de chez nous, puis on savait même pas qu'ils avaient un site web, mais on a vu une pub sur Facebook qui disait qu'ils faisaient des livraisons, puis on était comme « Ah, trop cool! Merci de nous le dire! » Parce qu'on n'aurait jamais pensé à aller voir comme... tu sais. Oui, ben là, on est tous en train de changer. Tu sais, nous, comme humains, c'est comme moi, comme consommatrice, tu sais, OK, c'est qui livre en ligne? Là? Puis c'est pour ça que toi, comme entreprise, là, pour les entreprises qui nous écoutent, faites de la pub ou dites-les que vous pouvez livrer. Soyez, dites-le tout le temps, parce que des fois, les gens restent pris avec le réflexe que tu dois prendre ton char pour aller à X, Y place pour aller chercher ton produit. Il faut que tu ailles à la boulangerie, mais peut-être que ta boulangerie à livre aussi, peut-être que ton poissonnier t'offre du service à l'auto puis c'est sécuritaire, ou peut-être qu'il va livrer chez vous, tu le sais pas. T'sais. Donc la géolocalisation, tout le monde, c'est ça se passe. Utiliser genre les filtres, les filtres géographiques de Facebook. C'est ça. Ciblez bien vos clients. Puis là, en ce moment, il y a comme... Bon, toi, t'es Shopify. Il y a genre WooCommerce. Il y a Etsy pour d'autres mondes. Tu sais, il y a différents types de façons de se lancer dans... Je sais pas si tu considères Etsy comme une boutique en ligne. Ben, première question. Oui, c'est une porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle un marketplace. Que dans le fond, là, tu es au même pied d'égalité que tout le monde. C'est si tu n'as pas nécessairement... si tu veux tester, Etsy peut être une bonne plateforme si ton produit fit, évidemment. Là, parce que c'est sûr que, je sais pas, moi, si tu vends... du poisson, justement. Tu vends du poisson, tu peux pas vraiment vendre ça sur Etsy, OK? On s'entend. Mais non, mais si tu es dans le bon créneau, Etsy peut être une super de bonne plateforme, te drainer du trafic. Puis en fait, tu n'es pas obligé de faire comme Etsy, puis après ça, OK, je m'en vais sur Shopify. Tu sais, ça peut être, tu peux avoir Etsy et Shopify. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils sont comme pris, OK, c'est un ou l'autre. Tu peux travailler avec les deux. Mettons, que ce soit une boutique Shopify ou Commerce le fait aussi. Tu peux vendre sur Facebook. Tu peux connecter Amazon aussi. Tu peux connecter tous ces services-là pour être au plus de places possible. Fait que Etsy peut être une très bonne porte d'entrée. Peut être une bonne porte d'entrée, que ce soit pour commencer en commerce en ligne ou juste pour drainer du trafic aussi. Ça peut être une très bonne porte d'entrée. Après ça, tu sais, les autres plateformes, je dis toujours aux gens l'allégorie que je fais, c'est comme des chars. Tu sais, t'as des gens qui sont vendus Honda et ils vont juste avoir des Honda dans leur cours, puis il y en a qui sont vendus Toyota, puis t'en as qui sont vendus Mazda. Tu sais, chaque auto permet de se rendre à l'épicerie. Tu sais, tu vas te rendre pareil. Auto. Moi, je préfère Shopify pour plusieurs raisons. Il y en a mon préféré WooCommerce pour différentes raisons. Je pense que l'important, peu importe la plateforme, c'est de l'exécution, puis de s'assurer que la plateforme a été bien montée pour l'entrepreneur pour que ça soit facile pour lui à utiliser, qu'il se sente à l'aise dans cette plateforme-là aussi, et qu'à l'autre bout, ben, le client qui navigue sur le site trouve facilement ces choses. Parce que tu peux monter un Shopify tout croche, tu peux monter un WordPress tout croche aussi. Tu sais, ça, c'est un comme l'autre. Là. Est-ce que, tu sais, si on ne fait pas affaire avec un professionnel comme toi, est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois souvent sur des boutiques en ligne que tu te dis « Oh my God, j'aurais jamais fait ça de ma vie ». Ben moi, l'erreur que je vois souvent et qui ça me gosse, là, c'est quand j'arrive sur le site, les gens, mettons sur la page d'accueil, ils ont mis comme leur collection. Là, je vends tel groupe, tel groupe, tel groupe. Puis là, dans le menu, en haut, tu as produit. Je dis, pourquoi tu n'as pas fait un sous-menu? Tu avais tout fait ton travail en bas. Tu sais, souvent, la navigation, c'est vraiment un problème. Tu sais, les gens, ils pensent pas, ils font juste, OK, je mets mes produits, tac, puis les gens chercheront. Tu sais, les gens sont paresseux et pressés, donc faut que ça soit vite. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la navigation. Sinon, c'est les fiches de produits aussi qui sont pas complètes. Souvent, on arrive, il y a la photo, une ligne ou deux de texte ajoutée au panier. Faut que tu me convainques d'ajouter au panier. Si tu me mets pas assez d'informations, je vais juste abandonner. Je suis paresseuse. Si tu me conviens pas que j'ai le bon produit, je vais abandonner. Puis ça, c'est ça pour plein de monde. Sinon, l'autre élément, c'est le fait que, entre autres avec Shopify, tu as le thème de base qui est gratuit, qui s'appelle « Début ». Puis souvent, les gens, tu sais,
ils ne mettent pas leur sauce, là, tu sais, ils mettent leurs choses là, pack, puis ils partent, tu sais. Je pense que de s'assurer que même si tu pars avec des très petits moyens, mais au moins qu'ils te ressemblent un peu, ça serait le fun. Tu sais, changer les polices, les couleurs, de t'assurer de mettre ton logo, de mettre des photos qui représentent ton entreprise, tu sais. Avoir un branding minimal. Avoir un branding minimal, s'il vous plaît. Sinon, ben, ils iront voir Ouais, c'est ça. On fera des collaborations. Mais c'est ça, exactement. Je me demande, est-ce que le SEO à l'intérieur du site, puis là, bon, pour ceux qui écoutent puis qui sont pas à l'aise avec ces termes-là, tu sais, référencement naturel, la façon que les produits vont peut-être ressortir sur les moteurs de recherche, est-ce que le SEO d'un Shopify ou d'un Etsy est quand même fort ou, tu sais, c'est-tu des balises qu'on doit travailler? C'est quoi le... Ouais, ben, tu sais, comme sur Etsy, le truc, c'est beaucoup dans le titre de produit. Vous remarquerez, quand vous êtes sur Etsy, les noms, là, tu sais, ils ne vendent pas une couverture. Ils vendent une couverture de laine pour parents, enfants, rayés. Tu sais, le titre fait 15 pieds de long, c'est pas pour rien. Sur Shopify, en fait, tu sais, peu importe la plateforme, la base, c'est le contenu. Il faut que tu utilises les mots-clés que tes clients ils ont besoin. Fait que là, tu sais, c'est les mots-clés qu'eux mettent dans Google qu'il faut que tu mettes dans ton site. T'as beau avoir le meilleur site de la Terre, si c'est pas les bons mots-clés qui sont là, tu sortiras jamais. Donc, c'est sûr que moi, c'est ma première préoccupation. Est-ce que tu utilises les bons termes, tout simplement? Puis, anecdote, j'ai déjà fait un site web pour une maison funéraire, en fait, pour des pierres tombales. Puis là, le gars, il me dit « Ah, j'aimerais ça être premier avec monument funéraire. » Je dis, pas de problème. C'est ça que je dis, les gens, c'est pas monument funéraire qu'ils cherchent. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pierre tombale. Ou en fait, ils vont chercher monument funéraire, mais ils vont chercher aussi pierre tombale. Fait que si tu perds jamais de pierre tombale, tu sortiras pas. Tu seras pas là. Il faut que tu travailles ton contenu en conséquence qu'il y a des gens qui disent monument funéraire, il y a des gens qui disent pierre tombale. Donc, tu sais, c'est là où le référencement, souvent, les gens disent « Ah, mais mon référencement, il est poche. » Mais souvent, c'est parce que le contenu n'est pas correct. Puis que c'est pas Shopify, c'est pas WordPress, c'est pas Etsy le problème, c'est la fiche de produit, c'est le contenu. Exactement, les mots. On en revient tout le temps à ça, puis on en revient tout le temps à la compréhension, je pense, du public cible, de savoir est-ce que tu parles le même langage que ton client. Parce que veux pas, tu sais, même si tu essayes, comme tu dis, là, de lui mettre dans la tête, non, mais on dit monument funéraire, mais c'est comme, non, mais moi, je continue à dire pierre tombale parce que, genre, tu sais, c'est mon vocabulaire. Ouais. Est-ce que on a besoin d'avoir un produit physique pour vendre via Shopify ou une boutique en ligne ou faire du e-commerce? Non, pas du tout. On peut vendre beaucoup de produits virtuels, en fait. Là, j'ai spoiler, j'ai une cliente. En tout cas, peut-être que quand le podcast va sortir, la boutique va être sortie, on espère qu'on travaille fort. Elle fait de la peinture sur verre, puis tu peux acheter le patron papier ou tu peux l'acheter numérique aussi. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui est déjà équipé, qui a la peinture, les pinceaux, toute la patente, ben tu peux juste acheter le patron en ligne. C'est un PDF. Puis après ça, ben tu l'imprimes ou tu le regardes sur ton écran, puis tu peins ta tasse avec le motif. Très cool. Très cool. Puis, ça mène à une question qu'on s'était posée quand on s'était parlé un petit peu de ce podcast. Avant, on était sur Instagram puis on jasait un petit peu des sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Puis, c'est le fait que justement, bon, là, cette cliente-là, c'est une artisane, elle a une spécialité quand même très unique. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça, de la peinture sur verre. Puis, je me demande à quel point toi, t'as remarqué peut-être une recrudescence ou la présence de femmes dans le milieu du e-commerce puis de la façon que ça les a peut-être aidées à soit, je sais pas moi, sortir de leur coquille, se créer quelque chose à elles, se créer un empire, parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup, bon, aux États-Unis, des histoires à succès de femmes qui sont parties, justement, elles étaient à la maison avec leurs 3 enfants monoparentales, puis ils ont parti une boutique en ligne, puis là, ça a explosé, puis ils sont devenus multimillionnaires. Tu sais, on a cette espèce d'histoire pas de Cendrillon, parce qu'il y a du travail qui a été fait, mais cette histoire de justement, le genre arriver à un succès retentissant grâce à un outil qui est tellement simple et tellement accessible que le web et la boutique en ligne. Fait que, est-ce que, tu sais, comment tu vois ça? Comment tu vois la différence entre, mettons, un e-commerce piloté par une femme versus un e-commerce piloté par un homme ou, tu sais, des approches différentes? Je pense qu'une des premières choses, comme femme, en fait, souvent, on commence plus petit. On y va étape par étape.
on va dire, souvent, si l'objectif, c'était de prendre soin de sa famille, ou on fait ça sur le site, on va commencer quelque chose, on va tester. Souvent, comme femme, on se fait pas confiance. Puis moi, entre guillemets, la première, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai pas parti, tu sais, j'étais pas une entrepreneur. Tu sais, j'étais une travailleuse autonome, j'étais une pigiste qui partait quelque chose en attendant son job. J'essayais quelque chose en attendant. Tu sais, c'était aussi simple que ça. J'étais motivée. J'étais ambitieuse dans ce que je voulais faire. Je vais bien le faire, je vais le faire comme il faut, mais je partais pas dans l'optique de faire une agence. C'était vraiment pas ça l'objectif. Je faisais quelque chose. Puis je pense que ça, c'est la réalité de bien des femmes. On essaye quelque chose, on va voir, on tente le terrain. Puis ce que je trouve le fun du côté des filles, puis je généralise peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des filles, souvent, on a la crowd. Tu sais, t'as comme tes groupies, t'as tes super fans, t'as du monde qui t'encourage, puis que dès que tu fais quelque chose, ben là, ils vont t'encourager, puis ils vont te porter. Fait que là, ça fait que tu fais un produit, tes chums l'achètent, par ça, les chums l'achètent, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose, un espèce d'avantage féminin, peut-être, je me trompe peut-être, là, mais un avantage qu'on a, puis qu'il y a beaucoup de beaux succès qu'on a au Québec aussi. Tu parlais des Américaines, mais ici aussi, tu sais, je pense à Karine de Veille sur toi, les magnifiques veilleuses de verre, que ça a parti, c'était un passe-temps, c'était un sideline, ses amis en ont acheté, elle a mis ça sur Etsy, puis là, maintenant, elle a une boutique pignon sur rue à Québec. Tu sais, ça a parti de j'aime faire quelque chose, puis je pourrais en vendre, je pourrais en vivre. Des fois, j'ai l'impression que comme femme, on y va plus pas à tâtons, mais on y va tranquillement. Tu sais, il y en a qui vont juste sauter dans le vide, OK, go, leap of faith, puis faire tout le processus au complet, toute la patente de l'entrepreneuriat, mais je pense que pour beaucoup de femmes qu'on voit en e-commerce, c'est tranquillement pas vite, puis ils montent les échelons, puis là, ils ont leur communauté qui les suit, puis qui grossit tranquillement pas vite. Puis ça, cette communauté-là, tu sais, elle est très, très forte. Puis c'est ça qui fait que le e-commerce marche, en fait. C'est que si tu as une base assez solide qui te porte, ben c'est sûr que ça va t'aider à faire des ventes. Tu sais, qu'eux autres sont tes premières fans, ils t'aident à faire connaître tes produits et tout ça. Tu sais, un peu comme des représentants de Tupperware. Tu sais, c'est un peu le même principe. Tu sais, au début, ils t'aident, puis après ça, tranquillement pas vite, ben ça se fait tout seul. Tu sais, ben ça se fait pas tout seul, mais en tout cas, ça se fait plus tout seul, mettons. Puis en plus, maintenant, avec tout ce qui est achat local, puis j'ai l'impression que ça aussi, tu sais, je sais pas si, encore une fois, c'est peut-être juste des intuitions ou c'est peut-être pas vrai, mais il y a cette espèce de communauté autour de la patrie, de la société, mais aussi de vouloir, tu sais, comme on parlait au début de toi à Rimouski, puis tu sais, de tes clients que tu veux vraiment respecter, puis tu veux pas nécessairement créer de la compétition injuste entre eux, mais aussi, le e-commerce permet de faire rayonner tout ce qui est local, puis je trouve que c'est quelque chose de très... auquel les femmes tiennent beaucoup, je sais pas. Bon, c'est peut-être parce que je fais partie de groupe de femmes, tu sais, puis que... genre, ouais, on est peut-être teinté un peu. Je pense que surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'achat local n'a jamais été autant d'actualité. Puis moi, je suis très, très fière de ça, de voir que là, tout le monde encourage les entreprises au Québec. Là, c'est comme un projet de société. Tu sais, les gens sont fiers d'encourager des entreprises, fiers d'encourager des entrepreneurs et des entrepreneuses, des entrepreneurs. Fait que ça, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Tu sais, je pense que c'est comme le beau côté de la crise. Moi, je suis toujours genre je vois le verre à moitié plein, moi, dans la vie. Fait que je trouve que c'est le beau côté de ce qui se passe en ce moment. Les entreprises, en ce moment, ils ont la chance de pouvoir stepper up, puis tu sais, de dire « Hey, on est là, on est au Québec, puis encouragez-nous, puis on fait des beaux produits, nous aussi. » C'est vrai qu'on est un peu plus cher, mais t'encourages une économie, tu sais, t'encourages l'économie québécoise à rouler pour que tout continue de fonctionner le mieux qu'on peut. Là. Penses-tu qu'on est en retard par rapport à d'autres régions du monde par rapport à notre présence sur le web et notre e-commerce? Oui. Ouais. Au niveau du e-commerce, oui. Je pense, je sais pas si c'est comme un mode de région, j'ai goût de dire. On dirait que, tu sais, quand tu sors des grands centres, on dirait que le fait d'aller dans le commerce puis l'espèce de proximité physique, on peut plus avoir ça maintenant, mais la proximité physique, c'est quelque chose qui est comme important, puis les gens, ils ont peur de perdre ça en étant en ligne. Mais il y a tellement de beaux exemples de proximité virtuelle, de communautés qui se bâtissent. Tu sais, je pense à, tu sais, Poche et Fils qui réussissent à nous rendre ça, tu sais, ludique, le fun. Je pense à, tu sais, bon, Karine encore de Veille sur toi avec sa communauté. Je pense à Maxi aussi, tu sais, à Maxi, ils ont rendu l'épicerie le fun sur Facebook.
Mm-hmm. C'est aussi simple que ça, mais je pense qu'il y a des gens qui restent avec des préjugés un peu comme si c'était froid et plate, le e-commerce, puis que ça enlevait du travail aux gens qui sont dans les commerces. Alors qu'au contraire, en ce moment, ce qui sauve beaucoup d'entreprises là, c'est le e-commerce. Mm-hmm. Parce que les gens peuvent continuer d'acheter et de recevoir des produits et des services tout en étant dans leur maison. Oui, puis je pense que justement, ça revient tu sais, on en revient aux femmes parce que, tu sais, il y a beaucoup de ces sites-là à succès aussi qui ont émergé parce que, bon, la femme est à la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle a peut-être renoncé à sa carrière, puis elle commence un hobby, elle commence un sideline, puis là, justement, ça lui permet de s'établir professionnellement dans une autre sphère, mais autant d'une façon créative, parce que je pense que l'entrepreneuriat, tu sais, ça demande beaucoup de créativité, puis beaucoup de persévérance, mais je trouve que c'est aussi une façon, puis comme tu le disais aussi bien, l'entrepreneuriat de se trouver dans qui on est, puis d'être willing de le montrer au public. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on parle de communauté, mais on parle aussi de se cacher un petit peu, puis de comment émerger de sa coquille. Puis je pense que c'est un bel exemple de voir l'évolution des entrepreneurs sur le web, de voir de où est-ce qu'elles partent, puis de comment qu'elles prennent leur confiance dans qui elles sont, puis dans ce que leurs produits représentent pour toute une communauté, justement. Fait que c'est loin d'être juste vendre un produit, tu sais, c'est vraiment... Je sais pas, je trouve que c'est vraiment ancré dans une évolution personnelle, dans une transformation, mais aussi dans montrer à d'autres ce qui est possible dans des situations qui sont peut-être moins traditionnelles. Oups. Oui, effectivement. Mais je pense qu'au-delà de ça aussi, dans ce moment, on est dans une belle vague où on peut encourager, tu sais, on encourage beaucoup de monde, on encourage les entreprises, on encourage des... Puis là, on est comme fiers en ce moment. Là. On est fiers d'encourager nos entreprises, nos entrepreneurs. Puis je pense que ça donne confiance aux entrepreneurs aussi. C'est comme un cercle vicieux, mais du bon bord. Mm-hmm. Là, on est fiers d'être là, de pouvoir offrir des services, de pouvoir aider la communauté. Puis là, on est là. Allô, on lève la main. Tu sais, je suis présente. Fait que ça c'est vraiment, vraiment chouette. Puis j'espère que ce qui se passe en ce moment aussi, où les filles ou les femmes qui pensent à peut-être se partir en affaires, tu sais, peu importe la façon dont tu pars, j'ai goût de te dire, l'important, c'est juste de partir. Tu peux partir petit, tu peux partir gros, tu peux partir entre les deux. Si tu penses que tu as une bonne idée, si tu penses que ça peut répondre à un besoin, go for it. Mm-hmm. C'est fonce. Dans le pire des cas, là, au pire, ça marchera juste pas. C'est pas grave. Ouais, puis c'est un petit peu la même chose que je dis avec tout le discours autour de l'entrepreneuriat à temps partiel. Puis je pense que le e-commerce, ça rentre vraiment bien dans un modèle d'entrepreneuriat à temps partiel. Des fois, tu sais, si tu veux vraiment mitiger le risque, tu sais, garde-toi une job on the side, garde-toi, genre, tu sais, des heures à faire quelque chose on the side, puis commence ta boutique petit à petit, puis commence à shipper, puis commence à créer ta communauté, puis commence à parler à du monde, puis... Tu sais, éventuellement, le switch va peut-être se faire ou peut-être à un moment donné, tu vas te rendre compte que, bon, j'ai besoin d'une équipe ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, tout vient par étapes aussi, là. Oui, des fois, les gens ils pensent que, tu sais, tu ne deviendras pas un Simons demain matin. Là. C'est une étape à la fois, tu vas graver les échelons. Puis, on glorifie des fois beaucoup l'entrepreneuriat, on met ça bien haut. Mais dans le fond, c'est juste quelqu'un qui a une idée, puis qui a pris les outils, puis qui a essayé quelque chose. Tu sais, au final, c'est ça. Là, c'est moi, j'ai décidé d'essayer, OK, je vais commencer à faire des sites web, je vais être payé pour, puis on va voir. Puis ça peut partir comme ça. Sinon, oui, tu peux arriver puis ouvrir toutes les portes, puis bang, puis toute la patente, mais tu peux y aller très smooth aussi, puis à ton rythme, puis t'essayes, puis go. Ouais, puis tu modules aussi ton activité par rapport à ta vie, tu sais, puis comment tu veux la vivre, tu sais, parce que ce qui est le fun aussi avec des boutiques comme ça, c'est que bon, moi, j'imagine que peut-être ma peur, puis là, j'essaie de mettre dans la tête de quelqu'un qui aurait peut-être des réticences, ça serait comme, bon, mais qu'est-ce que je fais? Gérer mon inventaire, je suis pas habituée à ça. Tu sais, si j'ai trop de commandes, puis je suis pas capable de les remplir, tu sais, tout un tas d'affaires. Ça, la livraison, la gestion des commandes, la gestion des attentes, c'est pour ça qu'il faut être prêt avant. Il faut prendre le temps de bien réfléchir aussi. T'sais, oui, tu peux commencer petit, mais il faut quand même avoir la réflexion de OK, comment je vais gérer si j'ai trop de commandes, si
j'en ai pas assez, à l'inverse. Tu sais, un peu comme tes breakpoints à chaque fois, là, puis tu as besoin de faire une prise de décision. Fait que ça. Mais effectivement, sinon, tu sais, je veux dire, on va juste, au pire, tu vas faire une erreur. Tu sais, des fois, on a peur de faire des erreurs. Puis, je veux dire, j'ai l'air bien drôle, bien hot de dire ça, moi, là. Mais, tu sais, j'en fais, moi, ces erreurs. Puis, des fois, j'ai peur d'en faire aussi. Mais c'est correct de se planter. L'important, c'est que tu apprennes de ça. Tu sais, une fois que tu fasses une erreur, c'est correct. 2 fois, la même erreur, OK, mettons que c'est peut-être parce que c'est arrivé différemment. Mais tu sais, après ça, ben apprends de ça, puis réaligne-toi, puis prends action pour que ça arrive une autre fois. Puis ça, c'est peu importe ce que tu fais en entrepreneuriat, là, que tu vends en ligne ou pas. Là. Mais tu sais, souvent, ça va être la fameuse commande fraudée ou le colis qui s'est rendu à la bonne place ou la cliente qui s'est trompée. C'est toutes des choses qui arrivent. Puis les gens qui vendent en ligne, ils se rendent compte à quel point le problème, souvent, dans toute cette patente-là, c'est la personne qui a passé la commande. Elle s'est trompée dans son adresse, ou c'était pas ça qu'elle voulait, ou finalement, toutes sortes d'affaires, ou une commande fraudée. Ouais, puis c'est intéressant parce qu'après ça, t'apprends à gérer, t'apprends autant à gérer tes émotions que de gérer les émotions des autres. Tu sais, là, on est dans le méta, là. Je pense qu'on parle tous les deux de nos propres expériences. Ouais, c'est un défi. Mais après ça, c'est intéressant de se voir, tu sais, de se voir cheminer à travers ça. Par où est-ce qu'on commence si on veut lancer sa boutique, là? Qu'est-ce qu'on prépare? Par où on commence? Ben, en fait, je pense que l'étape 1, c'est vraiment une préparation, tu sais, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on veut, puis d'être, tu sais, moi, ce que je veux proposer comme produit versus qu'est-ce que ma clientèle, elle veut. Il faut être beaucoup à l'écoute. C'est vraiment l'étape 1, je pense. Écoute ce que l'autre personne veut vraiment, parce que tu peux vendre, je sais pas, moi, une table en merisier avec des fonds-fionnures, mais la personne, ce qu'elle veut, c'est une table en verre. Tu réussiras jamais à y vendre ta table en merisier, là. Fait que d'être à l'écoute de ce que notre clientèle veut, d'être présent sur des groupes, poser des questions, tu sais, plus vous allez avoir d'informations sur les objections, les problèmes, ce que vos futurs clients vivent, plus ça va être facile, entre guillemets, de les convaincre. Parce qu'on va savoir comment surmonter ces objections-là. Comment dire, mais nous, on a tel avantage, ou on t'offre ci, on t'offre ça. Juste déjà sur ton site aussi, là, de mettre les frais de livraison en évidence. Juste ça. Si les gens, c'est un frein, ou que donne le plus d'informations possible, soit le plus transparent possible. Mais pour ça, il faut que tu saches qu'est-ce que la personne, ton futur client, il veut à l'autre bout. Fait que ça, c'est l'étape 1. Puis après ça, c'est de bien réfléchir à sa structure, à la structure de ton site, qu'est-ce que les gens s'attendent à avoir comme produit en premier, qu'est-ce qu'ils s'attendent à avoir comme information, qu'est-ce qui va influencer leur décision d'achat. Puis après ça, ben, la plateforme, ça devient un petit peu accessoire. Ça dépend de ton budget, ça dépend de si tu as besoin de quelque chose après tout de suite, si tu as besoin de quelque chose de très flexible. Ça, rendu là, je vais vous dire, c'est un détail. Mais la réflexion avant, c'est vraiment la clé pour réussir à l'autre bout. Ouais, puis j'essaie de me poser la question, tu sais, mettons, je fais des bijoux, je fais des chandelles, tu sais, est-ce que je peux vraiment faire comme ce que tu es en train de me dire, tu sais, comme, c'est quoi les obstacles à l'achat, ou ce que ma cliente veut vraiment voir sur mon site? Ben oui, tu sais, le bijou, là, ça va être, bon, OK, ben, je sais pas, moi, j'aime les bijoux en argent sterling. Moi, si tu me dis, je fais des bijoux, OK? Ton bijou, il est en quoi? Tu sais, il est en argent sterling, il est fait, je sais pas, moi, il y a telle propriété, j'aime telle forme. Tu sais, il faut que tu me le montres. Par exemple, il est-tu proche du cou, au milieu du cou, dans le bas du cou? Est-ce que la livraison est rapide? Est-ce que je peux l'envoyer à mon ami? Est-ce que je peux y envoyer un certificat cadeau? Est-ce que tu fais des créations personnalisées? Tu sais, c'est le genre de trucs d'objection. Tu sais, ouais, mais il y en a plein des colis, pourquoi les tiens sont plus chers? Tu sais, c'est le genre de trucs que tu vas surmonter. Dans le cas des chandelles, par exemple, ben, ça serait OK, tes chandelles, oui, t'es ship jusque où? Ça coûte cher. T'sais, de un, ça coûte cher de shipping. Parce que dans le cas des chandelles, c'est plus lourd. Fait que techniquement, au niveau du shipping, ça va coûter plus cher. Je sais pas, moi, est-ce qu'ils sentent quelque chose? Est-ce qu'ils sont parfumés? Non parfumés? Sont-ils bien grosses? Parce que si tu mets une photo d'une chandelle, mais que j'ai pas de référence à côté, c'est une petite chandelle, une grosse chandelle. Peux-tu la mettre dans mon chandelier? Est-ce que je peux l'offrir en cadeau? Tu sais, il y a des choses qui reviennent, mais il y en a plein des objections. C'est même juste une livre de beurre, les gens vont avoir une objection. Tu sais, c'est une full de sel, demi-sel, pas de sel. Tu sais, ça... Ouais. Définitivement. Intéressant. Good. Puis, bon, je sais pas si je t'ai posé la question, là, mais toi, tu t'entoures de professionnels. Tu sais, je veux dire, des fois, tu fais affaire avec des designers, avec des choses comme ça, des gens comme ça.
Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire comme tout son plan marketing avant de lancer sa boutique ou on peut attendre, pendant, après, réfléchir à ça éventuellement? Ben, je pense que ça prend au minimum une espèce de mini-étude de marché, à tout le moins autour de toi, là, qu'est-ce que les gens veulent. Tu sais, on peut commencer petit. On y va avec le meilleur de nos connaissances puis l'information qu'on va avoir ramassée sur le terrain. Je pense que ça, c'est l'étape 1. C'est sûr que le plan marketing et tout ça, plus que tu vas mettre d'outils, plus que ça va accélérer ou faciliter la croissance de ta boutique. Mais chaque pas est bon. S'il est bien réfléchi, tu sais, au pire, ça va juste être plus long avant que tu fasses autant de centaines ou de milliers de dollars que tu veux dans ta boutique par semaine ou par mois. Mais c'est ça. Il vaut mieux y aller tranquillement puis d'être à l'aise dans chacune de ces étapes-là que d'y aller comme trop vite, de se sentir un peu rushé puis comme de pas trop savoir comment faire les choses. Fait que c'est ça. C'est sûr que le plan marketing aide, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, je sais que dans la réalité, c'est pas tout le monde qui veut se payer ça ou qui peut se payer ça. Donc, tu sais, une étude de marché, la base. Puis après ça, ben, quand on voit que ça marche, ben, on essaye des choses. Ce qui est le fun du e-commerce, c'est un laboratoire humain. Tu essayes des choses, tu essaies des promotions, tu changes des trucs de place. Des fois, c'est des niaiseries là, qu'on échange. Puis pouf, tout d'un coup, là, on voit qu'il y a un effet au niveau des ventes, puis ça fonctionne. Tu sais, les fameuses promos de livraison gratuite, ça, le feu pogne tout le temps dans les boutiques à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est le genre de truc que tu essaies des affaires, ça marche, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, mais tu essaies, puis là, tu trouves un peu tes recettes. Puis à partir de là, ben, ça t'aide à faire tes prochains moves marketing. Mais il y a un bout d'expérimentation, c'est sûr. Puis je pense aussi que juste pour en revenir avec la force du réseau, tu sais, moi, ce que je vois beaucoup aussi en termes de choses qui fonctionnent pour les boutiques en ligne, c'est quand elles vont se faire nommer à côté de d'autres, tu sais, se faire découvrir. Tu sais, il y a beaucoup toute l'économie du marketing de contenu ou toute l'économie genre des blogs et des contenus qui vont aimer mettre de l'avant des nouveaux produits ou des producteurs locaux ou des gens qui vont créer des choses uniques parce que c'est comme je regarde ce que j'ai trouvé genre qui est pas encore super connu tout ça. Fait qu'il y a cette espèce d'engouement aussi à travers la découverte de nouveaux créateurs qui est quand même intéressante et qui fait que de s'assurer qu'on garde des bons contacts, qu'on reste visible, mais aussi qu'on reste présent pour les gens au lieu de juste attendre que les gens viennent sur notre boutique. C'est quand même quelque chose qui oui, parce que ça se fait pas tout seul. Puis c'est ce que je dis à mes clients aussi, des fois, c'est de trouver des blogueurs, des influenceurs, des gens qui peuvent parler de nous puis qui ont la bonne niche pour ramener du trafic. Parce qu'effectivement, ça se fait pas tout seul. Tu sais, je mets toujours l'image. T'ouvres ta boutique, là, brique et mortier, là, tu ouvres à ce coin de la rue, mais tu l'as dit à personne. Ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui vont passer devant, qui marchaient à pied, qui ont fait « Ah, c'est nouveau », puis ils vont rentrer. Tu sais, mais encore là, tu sais pas si ça va être la bonne personne. Tu sais, mettons, je sais pas, tu vends des produits pour les cheveux, là, puis que là, c'est un chauve qui rentre. On va pas l'aider bien. Fait que c'est le même principe en ligne. Tu sais, les gens qui vont, s'ils n'y arrivent pas par la bonne porte, ou en fait, qu'ils tombent sur ton site par hasard parce qu'ils ne savent pas que ça existe, parce que tu n'as pas été cogné aux bonnes portes, ben c'est sûr que c'est pas du trafic qualifié. Tu sais, toi, tu veux que ce soit des gens qui puissent acheter tes produits. Fait que c'est là où le marketing de contenu, c'est une arme extraordinaire. Parce que bien utilisé, puis avec la bonne niche, les bonnes personnes, ben ça va te ramener du monde qui vont vraiment être intéressés par tes produits. Moi, personnellement, je crois pas aux concours. Tu sais, moi, les concours, je trouve que ça fait juste ramener des gagnants de concours ou des gens qui veulent gagner des concours, mais pas nécessairement des fans ou des leads qualifiés. T'es mieux d'y aller tranquillement, pas vite, avec des collaborations de gens qui fit avec toi, puis ton service, puis tes valeurs, qui vont, au final, ou sur le long terme, être beaucoup plus payants que le concours. Parce qu'après ça, ben, t'as un paquet de monde qui s'en fout. Tout ce qu'ils voulaient, c'était gagner le truc. Ils ne paieront jamais pour ton produit. Good. As-tu des ressources à suggérer à quelqu'un qui voudrait ouvrir son site transactionnel, à commencer naturellement par les tiennes? Oui, ben en fait, chez Nitro, il y a 3 portes d'entrée. Donc, j'offre du clé en main, mais j'offre aussi de l'accompagnement. Donc, quelqu'un peut prendre habituellement, c'est une dizaine d'heures de coaching dans lequel j'aide vraiment à monter la boutique de A à Z. Je dis de 0 jusqu'à la première vente. Donc, vraiment du début, quelqu'un qui a jamais fait... Et tout entre les deux. Et tout entre les deux, c'est ça. Voilà, puis on regarde aussi au niveau des stratégies, tu sais, préparer le terrain. On y va. Moi, je m'adapte beaucoup en fonction de l'entrepreneur que j'ai devant moi, que ce soit physiquement ou virtuellement, pour y aller, bon, OK, on va all-in ou on y va tranquillement pas vite.
Puis pour ceux qui sont plus autodidactes, puis qui ont le goût de faire ça avec une bouteille de vin le vendredi, puis que ce soit en ligne le dimanche, j'ai parti une liste de vidéos, en fait, une formation en ligne qui s'appelle l'Académie Nitro. Donc là, c'est une 60aine de vidéos qui montrent vraiment comment monter son Shopify de A à Z. Fait que normalement, là, vendredi à dimanche, c'est fait, t'es en ligne, t'es parti. Grosso modo. Sinon, dans mes autres ressources que j'aime beaucoup, un de mes Shopify experts préférés est à Chicago, il s'appelle Kurt Elster de Hater Cycle. Il est vraiment cool, il donne beaucoup de... Il y a un podcast, il donne vraiment beaucoup de contenu puis de bons trucs. Fait que si vous vendez en ligne puis que vous nous écoutez, là, vous allez aimer Kurt. Kurt, ça va donner votre nouveau meilleur ami. Fait que ça. Et sinon, il y a la communauté e-commerce aussi. C'est un groupe sur Facebook, la communauté e-commerce Québec, qui est super intéressant. Puis après ça, il faut y aller par là où on a des manques. Si on a des manques au niveau du SEO, ça va être de suivre évidemment des ressources par rapport à ça. Je pense à SEO Mods, entre autres. Si c'est plutôt au niveau du design, ça va être de suivre peut-être plus des ressources par rapport au design, de l'inspiration, etc. Faut combler nos trous là où ils sont. Le marketing de contenu, la rédaction, je pense à notre amie Alexandra Martel aussi. Ça peut être intéressant aussi. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui nous manque, sont où, puis d'aller les chercher. Non, super intéressant. Puis naturellement, tous ces liens-là, je vais les mettre en bas de cet épisode. Donc, si vous allez sur la page de l'épisode, vous allez pouvoir cliquer directement sur les liens les ressources que Maude a mentionnées. Alors, Maude, ce fut vraiment fascinant. Merci beaucoup. Merci. Tu es une mine d'or d'informations. Et je suis vraiment contente. J'encourage, si vous avez une boutique en ligne dans la tête, dans le cœur, que vous voulez lancer, le moment est peut-être arrivé. Peut-être ceci est le signe que vous attendiez. Et autrement, c'est ça. Où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux si on veut te parler? Je suis partout. Vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai ma page Nitromédia. Sinon, je suis sur Instagram aussi, Nitromédia aussi. Je suis sur LinkedIn. Puis je suis sur TikTok aussi, mais c'est plus d'exploration rendu là. C'est vraiment juste, j'essaye. Je trouve ça le fun, mais je sais pas trop quoi faire avec encore. Ouais, on est plusieurs dans cette situation-là. Je pense que tu as une longueur d'avance sur moi, là. J'ai même pas osé aller regarder c'est quoi. Je gouffre sans fond. Honnêtement, c'est vraiment un beau mange-vie, là. Moi, là, je déroule, puis c'est sans fin, puis là, tu vois, c'est cool ce qu'ils font. Fait que là, des fois, je me revire, ça fait 45 minutes, je suis là-dessus, oh mon Dieu. Oh my God. J'aurais tellement pu faire quelque chose de plus productif que ça. Mais en même temps, ça fait du bien pour le cerveau, puis c'est de voir ce que les autres font aussi. Mais je suis quand même fière de mon vidéo d'hypo des familles qui a 800 vues. On va aller checker ça. Good. Maude, merci beaucoup. Je te souhaite un super beau week-end. Puis on se reparle sur les réseaux. Merci. Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!